Salut tout le monde et bienvenue à The Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez fascinant, celui de nos sens. Plus précisément, on va se concentrer sur la vision. Comment nos yeux et notre cerveau arrivent-ils à créer cette image du monde qu'on a en tête? Parfois, si trompeuse d'ailleurs. Et pour illustrer nos propos, on s'inspirera aussi du cas d'Oliver Sacks, ce neurologue brillant qui était atteint de prosopagnosie. Prosopagnosie, oui. Oui, l'incapacité à reconnaître les visages, même le sien. Ah oui, le cas d'Oliver Sacks. C'est vraiment un exemple parfait pour illustrer la différence subtile entre la sensation et la perception. On a souvent tendance à les confondre. Alors, justement, éclaire-nous un peu, c'est quoi la différence entre les deux? Ok, imaginez vos sens comme des antennes. Ils captent les signaux bruits du monde extérieur, la lumière, les sons, les odeurs, tout ça c'est la sensation. Mais après, il y a la perception. C'est là que notre cerveau, le superordinateur, entre en jeu. Il analyse toutes ces données brutes, les organise, les interprète et leur donne du sens. En gros, nos sens, ce serait un peu comme des caméras haute définition. Et notre cerveau, le réalisateur qui monte le film de notre réalité. On ne se contente pas d'enregistrer des pixels, on crée une histoire, on donne du sens à ce qu'on voit. Exactement. Et ce processus de perception est hyper complexe. Prenons l'exemple de la lecture. Là, maintenant, vos yeux ne captent que des formes noires sur fond blanc. Des lettres, quoi. Voilà. Mais c'est votre cerveau qui décode ces formes, qui les associe à des sons, des idées, des concepts. Et hop, vous comprenez ce que je dis? C'est fou quand même, on ne se rend pas compte du travail que fait notre cerveau. Mais du coup, est-ce que nos sens ont des limites? On sait que certains animaux ont des capacités sensorielles bien supérieures aux nôtres, comme les chauves-souris avec leur sonar ou les hiboux qui volent la nuit. Est-ce qu'on est moins performant? C'est une question de perspective. Chaque espèce a ses propres forces, développées au fil de l'évolution pour survivre dans son environnement. Alors oui, nos sens ont des limites. Prenons le seuil absolu de sensation. C'est un peu comme le volume minimum qu'il faut à ta radio pour entendre clairement la musique. En dessous de ce seuil, même si le stimulus est là, on ne le perçoit pas. Donc, même si un truc est présent, on peut passer à côté. Notre cerveau fait le tri, c'est sabre. Exactement. Et ce tri est influencé par plein de facteurs. Par exemple, notre état psychologique. T'as jamais remarqué que quand t'attends un appel important, t'as l'impression d'entendre ton téléphone sonner, même s'il est silencieux. Ah ouais, carrément. C'est la théorie de la détection du signal. Nos attentes, nos motivations, tout ça influence notre perception. Donc, notre cerveau n'est pas juste un récepteur passif. Il anticipe, il interprète. Ouais. Et il s'adapte aussi, non? Je pense à l'adaptation sensorielle. Par exemple, quand tu mets un pull, tu sens le contact sur ta peau au début, mais après, tu l'oublies complètement. C'est super important pour éviter la surcharge sensorielle. Imagine si tu devais constamment sentir tes vêtements, le bruit de la ville, la lumière du soleil. Tu seras saturé. Ouais, ça me ferait péter un câble. L'adaptation sensorielle permet au cerveau de se concentrer sur les changements importants et d'ignorer les trucs constants. Un genre de filtre intelligent. Mais on est aussi capable de détecter des différences subtiles entre deux stimuli. Non, je pense à l'exemple des étoiles. On voit bien que certaines brillent plus que d'autres. Mais parfois, la différence est si petite qu'on ne la voit pas. C'est le seuil différentiel. C'est la plus petite différence qu'on peut percevoir entre deux stimuli. Et ce seuil, il n'est pas fixe. Il varie selon l'intensité du stimulus de base. C'est ce qu'on appelle la loi de Weber. On perçoit les différences sur une échelle relative. Plus un stimulus est intense, plus il faut une grande différence pour qu'on l'aperçoive. C'est comme pour le volume de la musique. Si elle est déjà forte, l'augmenter un peu, on le remarquera à peine. Exactement. C'est une loi fondamentale qui s'applique à tous nos sens. Mais revenons à la vision. On a dit qu'elle nous permet de percevoir la lumière, les couleurs, les formes, le mouvement. Comment tout ça se met en place? Alors, parlons de la star du jour, la vision. Comment la lumière se transforme-t-elle en image dans notre cerveau? On sait qu'elle a des propriétés physiques. Longueur d'onde, fréquence, amplitude. C'est clair. Ces propriétés sont directement liées à ce qu'on perçoit comme couleur et luminosité. Par exemple, la longueur d'onde détermine la teinte de la couleur. Les ondes courtes, à haute fréquence, c'est le bleu. Et les ondes longues, basse fréquence, c'est le rouge. Et l'amplitude, elle. L'amplitude, elle, correspond à l'intensité de la lumière. Plus l'amplitude est grande, plus la couleur est vive. Imagine une lampe torche. Plus tu augmentes la puissance, plus la lumière est intense. Et plus la couleur est vive. Voilà, Mais, avant d'arriver au cerveau, la lumière doit d'abord traverser plusieurs étapes dans notre œil. Et c'est là que commence le voyage fascinant de la lumière. Elle passe par la cornée, la pupille, le cristallin. Et ensuite l'orbite. Eh bien, après avoir traversé la cornée, la pupille et le cristallin, la lumière arrive enfin de la rétine. La rétine, c'est un peu la toile de notre œil. C'est une membrane remplie de cellules photoréceptrices, les fameux bâtonnets et les cônes.
On peut dire que c'est là que la magie opère, parce que ces cellules transforment la lumière en signaux électriques que le cerveau peut comprendre. Ah oui, les bâtonnets et les cônes, on en entend souvent parler. Mais concrètement, à quoi ils servent? Pourquoi deux types de cellules? Excellente question. Ils ont des rôles complémentaires. Les bâtonnets, eux, ils sont nos champions de la vision nocturne. Ils sont très sensibles à la lumière et nous permettent de distinguer les formes et les mouvements, même quand il fait sombre. C'est grâce à eux qu'on peut se déplacer la nuit, même si on ne voit pas les couleurs. Donc si on voit en noir et blanc la nuit, c'est à cause des bâtonnets. Exactement. Par contre, les bâtonnets, ils ne nous permettent pas de distinguer les détails fins ni les couleurs. Pour ça, on a besoin des cônes. Eux, ils sont moins sensibles à la lumière, mais ils sont capables de distinguer les couleurs et de percevoir les détails avec précision. C'est grâce aux cônes qu'on peut admirer un tableau, lire un livre ou apprécier un paysage en plein jour. C'est comme si on avait deux équipes de super-héros dans nos yeux. Les bâtonnets pour la nuit, et les cônes pour le jour, et les couleurs. J'aime bien cette image. Et pour être encore plus précis, il existe 3 types de cônes, chacun sensible à une gamme de longueurs d'onde différentes. On a les cônes sensibles au rouge, au vert et au bleu. Et c'est la combinaison de ces 3 types de cônes qui nous permet de percevoir toutes les couleurs du spectre visible. C'est la base de la théorie trichromatique de la vision des couleurs. Fascinant. Mais une fois que l'information est captée par les bâtonnets et les cônes, comment elle arrive au cerveau? J'imagine un réseau de câbles électriques à l'intérieur de l'œil. Pas mal comme analogie en foi. Le trajet de l'information de la rétine au cerveau est un processus complexe. D'abord, les bâtonnets et les cônes transmettent leurs signaux électriques à des cellules intermédiaires, les cellules bipolaires. Des intermédiaires donc. Oui, et ensuite, ces cellules bipolaires activent les cellules ganglionnaires. Leurs axones forment le nerf optique. Donc le nerf optique, c'est le câble qui transporte l'information jusqu'au cerveau. Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est que les 2 nerfs optiques, un pour chaque œil, se croisent au niveau du chiasma optique. Un croisement optique. Oui, une partie des fibres nerveuses de l'œil droit passe du côté gauche du cerveau et vice-versa. C'est ce croisement qui permet au cerveau de combiner les images des 2 yeux et de construire une perception en 3D. C'est comme si notre cerveau faisait du montage 3D avec des images 2D. Mais une fois que l'information arrive au cerveau, où atterrit-elle? Après le chiasma optique, l'information passe par le thalamus. Le thalamus, c'est un peu le relais pour les informations sensorielles. Et de là, elle arrive à sa destination finale, le cortex visuel, situé à l'arrière du cerveau, dans le lobe occipital. C'est donc dans le cortex visuel que l'image prend forme. C'est là que le cerveau analyse les informations des yeux et construit la représentation visuelle du monde des noms. Tout à fait. Le cortex visuel, c'est une zone super complexe. Il est organisé en différentes couches et colonnes de cellules, chacune spécialisée dans le traitement d'un aspect particulier de l'information visuelle. On dirait une équipe d'experts, chacun analysant un élément précis de l'image. Les couleurs, les formes, le mouvement. Exactement. Il y a des cellules qui détectent les contours, les angles, les orientations. D'autres sont sensibles au mouvement, à la direction, à la vitesse. D'autres encore analysent les couleurs, les contrastes, la luminosité. Incroyable. Et toutes ces informations sont traitées en parallèle, simultanément. C'est ce qu'on appelle le traitement parallèle. Et ça nous permet d'avoir une perception unifiée du monde. Waouh, dis, c'est un vrai travail d'équipe à l'échelle neuronale. Et tout ça se passe en une fraction de seconde, sans qu'on s'en rende compte. Mais du coup, est-ce que cette perception est objective, a-t-on, fidèle à la réalité, a-t-on? Ou notre cerveau peut nous jouer des tours? Ah, voilà une question cruciale, Kip. Et la réponse, c'est que notre cerveau est un maître illusionniste chez. Il ne se contente pas d'enregistrer passivement l'information. Il l'interprète, la complète, la corrige en fonction de nos expériences, de nos connaissances, de nos attentes. C'est la perception top-down. La perception top-down, c'est l'idée que notre cerveau influence notre perception en fonction de ce qu'il sait déjà. Exactement. Imagine que tu vois une forme sombre et allongée dans l'herbe au crépuscule. Ton cerveau, en se basant sur tes expériences passées, pourrait l'interpréter comme un serpent, même si ce n'est qu'un bout de bois. Il remplit les blancs, en quelque sorte. Un peu flippant quand même. Voilà. Ouais. Notre cerveau peut nous faire voir des choses qui n'existent pas. Et oui, et c'est ça qui rend l'étude de la perception si passionnante. On découvre comment notre cerveau construit notre réalité et comment cette construction peut être biaisée par nos propres filtres. Les illusions d'optique, par exemple, sont des exemples parfaits de ces troperies visuelles. On est tous déjà tombés dans le piège d'une illusion d'optique. Ces images qui semblent bouger, ces lignes qui paraissent parallèles alors qu'elles ne le sont pas. C'est fou comme notre cerveau peut se faire avoir. C'est clair. Et ces illusions nous révèlent beaucoup de choses sur le fonctionnement de notre système visuel. Elles montrent que notre perception n'est pas une simple copie de la réalité. C'est une construction active influencée par plein de facteurs.
Donc, on peut dire que notre perception est une interprétation subjective de la réalité, influencée par notre cerveau. Tout à fait. Et cette subjectivité, elle est encore plus présente quand on parle de la perception des couleurs. Savais-tu que certaines cultures ont des mots pour des couleurs que d'autres n'ont pas? Ah oui, c'est vrai. J'avais lu que certaines tribus amazoniennes n'ont pas de mots pour le bleu. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne voient pas le bleu? C'est une question complexe. Difficile de savoir si la perception des couleurs est réellement différente d'une culture à l'autre. Ce qui est sûr, c'est que le langage a une influence sur la façon dont on catégorise et on mémorise les couleurs. C'est incroyable. Notre langage façonne notre perception du monde. On voit bien que la vision, c'est pas juste une question d'yeux et de lumière, c'est un processus qui implique le cerveau, les expériences, la culture. Absolument. Et le plus fascinant, c'est que le cerveau est capable d'apprendre et de s'adapter. Notre perception visuelle peut changer avec l'expérience, l'entraînement, l'apprentissage. C'est encourageant. On peut donc améliorer notre vision. Exactement. Notre cerveau est plastique. Il se remodèle en permanence. Et cette plasticité, c'est une des clés de l'apprentissage et du développement de nos capacités perceptives. On a beaucoup parlé de la vision, mais on ne peut pas oublier les autres sens. L'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Ils contribuent tous à notre expérience du monde. Bien sûr. Et chacun de ces sens fonctionne selon des principes similaires. Un stimulus est reçu par un organe sensoriel, il est transformé en signaux électriques et le cerveau traite ces signaux pour créer une perception. Alors, si on devait faire un petit tour d'horizon des autres sens, par où on commencerait? Prenons l'ouïe, par exemple. Comment ces ondes sonores qu'on ne voit pas se transforment en musique, en paroles, en bruit? Le voyage du son commence dans l'oreille externe. C'est la partie qu'on voit, celle qui capte les ondes sonores et les dirige vers le conduit auditif. Ces ondes font vibrer le tympan, une membrane qui sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne. Donc, c'est le tympan qui entend en premier. En quelque sorte, oui. Les vibrations du tympan sont transmises à 3 petits os, les osselets. On a le marteau, l'enclume et l'étrier. Ces osselets, ils amplifient les vibrations et les transmettent à l'oreille interne. L'oreille interne, c'est une structure remplie de liquide qui abrite la cochlée. La cochlée, c'est cette structure en forme d'escargot. C'est ça et ça. Et c'est dans la cochlée que les vibrations sonores sont transformées en signaux électriques. Elle contient des milliers de cellules ciliées. Ces cellules, c'est comme des microphones qui vibrent en réponse aux ondes sonores. Ces vibrations stimulent les cellules ciliées et elles envoient des impulsions électriques au cerveau via le nerf auditif. C'est fascinant. Un simple mouvement d'air se transforme en signal électrique pour nous permettre d'entendre. Mais comment le cerveau fait la différence entre les sons et les aigus? Comment il comprend les paroles? Comment il apprécie la musique? Le cerveau analyse les signaux de la cochlée pour déterminer la fréquence, l'intensité et la provenance du son. La fréquence, c'est la hauteur du son. Les sons aigus ont une fréquence élevée, les sons graves une fréquence basse. L'intensité, c'est le volume du son. Plus l'intensité est élevée, plus le son est fort. Et comment on sait d'où vient le son 6? Le cerveau utilise la différence de temps d'arrivée du son à chaque oreille pour localiser la source. Si le son arrive en premier à l'oreille droite, le cerveau en déduit que la source est à droite. Astucieux, on se rend pas compte de tous les calculs que fait notre cerveau en permanence. Et le toucher? Alors, comment ça marche? Comment on ressent le monde à travers notre peau? Le toucher, c'est un sens essentiel. Il nous permet d'interagir avec le monde, de sentir la texture des objets, la chaleur, la douleur. C'est un sens super complexe avec une multitude de récepteurs sensoriels dans la peau. Ces récepteurs, c'est un peu comme des mini-capteurs. Ils envoient des infos au cerveau. Exactement. Il existe différents types de récepteurs, chacun spécialisé dans la détection d'un type de stimulus, la pression, la température, la douleur, les vibrations. Par exemple, les corpuscules de Pacini sont sensibles aux vibrations et les terminaisons nerveuses libres détectent la douleur. C'est incroyable. Notre peau, c'est un vrai organe sensoriel. Oui, et le cerveau intègre toutes ces informations pour nous donner une perception globale du toucher. Il utilise aussi des informations proprioceptives, c'est-à-dire des infos sur la position de notre corps, pour interpréter les sensations tactiles. Comme si notre cerveau avait une carte en 3D de notre corps et s'en servait pour comprendre les sensations tactiles. C'est une bonne image. Et puis, il y a l'odorat et le goût. Ces sens chimiques qui nous permettent de détecter les molécules dans l'air et dans les aliments. Les saveurs et les odeurs, des sensations qui peuvent évoquer des souvenirs, des émotions. Tout à fait. L'odorat et le goût sont étroitement liés. Les molécules odorantes présentes dans l'air stimulent les récepteurs olfactifs du nez. Ces récepteurs envoient des signaux au bulbe olfactif, une structure du cerveau qui traite l'information olfactive. Et le goût, lui, est détecté par les papilles gustatives de la langue.
Elles contiennent des récepteurs qui détectent les 5 saveurs de base. Le sucré, le salé, l'acide, l'amé et l'umami. Exactement. Et l'information gustative est transmise au cerveau par le nerf gustatif. Mais la perception du goût est fortement influencée par l'odorat. C'est vrai. Quand on a le nez bouché, on ne distingue plus les saveurs. C'est parce que l'information olfactive et gustative sont combinées dans le cerveau. Tout à fait. C'est un exemple de la coopération entre nos sens. Ils travaillent ensemble pour nous donner une représentation du monde. On a fait le tour de nos 5 sens. La vision, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Chacun nous offre une perspective sur le monde et le cerveau combine ces informations pour créer une représentation de la réalité. Une représentation cohérente, mais pas forcément objective, comme on l'a vu. Notre perception du monde est influencée par nos expériences, nos apprentissages, nos émotions. C'est ce qui rend chaque individu unique. On a parlé de la vision, de l'ouïe, du toucher. Il nous reste l'odorat et le goût à explorer. Ces sens chimiques qui détectent des molécules et qui sont souvent liés aux émotions, aux souvenirs. Absolument. Un parfum peut nous transporter instantanément dans le passé. Une Madeleine de Proust, tu sais, une odeur et hop, on se retrouve à un autre moment avec une personne dans un lieu. Le goût et l'odorat sont des sens puissants. C'est vrai. Parlons d'abord de l'odorat. Comment ces molécules odorantes invisibles arrivent à déclencher des sensations olfactives si précises, si variées? C'est fascinant. Imagine des milliards de molécules odorantes flottent dans l'air. Elles sont emportées par le vent, se déposent sur notre peau, sur les objets. Quand on inspire, ces molécules entrent dans notre nez et atteignent l'épithélium olfactif. C'est une zone située en haut de la cavité nasale. L'épithélium olfactif, c'est le détecteur des odeurs. Exactement. Il contient des millions de cellules olfactives, de véritables nez microscopiques. Chacune de ces cellules a des récepteurs. Ils sont capables de se lier à des types spécifiques de molécules odorantes. Comme des serrures qui n'acceptent qu'une seule clé. C'est ça. Quand une molécule odorante se lie à son récepteur, la cellule olfactive s'active et envoie un signal électrique au bulbe olfactif. C'est une structure à la base du cerveau. Et c'est là que le cerveau décode le message olfactif. Oui. Le bulbe olfactif analyse les signaux des cellules olfactives et les transmet à d'autres régions du cerveau. Le cortex olfactif, l'hippocampe, l'amygdale. L'hippocampe est impliqué dans la mémoire et l'amygdale dans les émotions. C'est pas étonnant que les odeurs soient souvent liées à des souvenirs et des émotions. On dit que l'odorat est le sens le plus évocateur. C'est vrai. L'odorat est un sens très primitif. Il était crucial pour la survie de nos ancêtres. Détecter la nourriture, les dangers. Ces infos olfactives étaient directement reliées aux émotions et à la mémoire, pour permettre une réaction rapide. Et le goût, comment il fonctionne? Il est aussi lié à l'odorat. Oui, ils sont très liés, mais le goût est plus simple. Il repose sur la détection de 5 saveurs de base. Le sucré, le salé, l'acide, l'amé et l'umami. L'umami, c'est une saveur savoureuse découverte récemment. Et ces saveurs, elles sont détectées par nos papilles gustatives. Exactement. Les papilles gustatives sont sur la langue, le palais, la gorge. Elles contiennent des cellules gustatives avec des récepteurs sensibles à chaque saveur de base. Donc, quand on mange, les molécules stimulent les cellules gustatives. Et elles envoient un signal au cerveau. Oui. Le signal est transmis par le nerf gustatif. Et le cerveau analyse les infos des différentes papilles pour créer la perception du goût. Mais le goût d'un aliment, c'est plus complexe que juste les 5 saveurs de base. Qu'est-ce qui explique ça? L'odorat là. Quand on mange, les molécules odorantes remontent de la bouche vers le nez et stimulent les cellules olfactives. Ces infos olfactives sont combinées aux infos gustatives pour créer une perception multidimensionnelle du goût. Ah, ok. Quand on a le nez bouché, on a l'impression que les aliments n'ont plus de goût. C'est parce qu'on n'a plus l'info olfactive. Exactement. L'odorat est essentiel pour la perception du goût. C'est une vraie collaboration sensorielle. Donc, on peut dire que notre perception du monde est le résultat de la collaboration de nos sens. Ils travaillent ensemble, se complètent. Absolument. Ouais. Le cerveau est un chef d'orchestre. Il coordonne les infos de nos sens pour créer une représentation unifiée du monde. Et cette représentation évolue constamment. Elle s'adapte à l'environnement, aux expériences, aux émotions. Notre perception est subjective et dynamique. En préfet-soi, on ne perçoit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le construit à travers nos sens et notre cerveau. C'est une conclusion essentielle. Notre perception est une construction personnelle, unique à chacun. Et c'est ce qui rend l'étude de la perception si passionnante. Elle nous permet d'explorer la complexité de l'esprit humain. Waouh, quelle exploration! On a plongé dans l'univers de la sensation et la perception. On a décortiqué nos 5 sens, on a vu comment le cerveau interprète les informations sensorielles et construit notre réalité. Merci pour ce voyage. Merci à toi. J'espère que ça vous a donné envie d'explorer les mystères de la perception. Observez les mondes avec un regard neuf-blanc. Interrogez-vous sur la façon dont votre cerveau construit votre réalité. N'oubliez pas,
La perception, c'est une aventure sans fin. Ouvrez vos sens, explorez le monde et laissez-vous surprendre de paix. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle plongée dans The Deep Dive.